Christian, bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que le risque est mort sur les marchés des actions? Pourquoi je vous pose la question? Parce qu'on avait une grosse hypothèque politique qui a été levée avec l'élection d'Emmanuel Macron, puisque le risque d'éclatement de la zone euro semble s'écarter, et que dans le même temps, on a des indicateurs d'activité qui semblent partout dans le monde bien orientés. Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on regarde ce qu'estime le marché en termes de risque, on est sur des plus bas, surtout sur la bourse américaine. Donc c'est vrai que le risque européen, le risque politique, c'était le premier risque. Aujourd'hui, on voit qu'on échappe à ce risque et on va se repositionner, on va regarder quels sont les risques. Et le principal risque aujourd'hui, à mon avis, il provient essentiellement des États-Unis. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de déception par rapport aux attentes qu'on pourrait avoir aux États-Unis? Alors vous mentionniez les indicateurs de volatilité, vous disiez qu'ils sont au plus bas aujourd'hui. On parle du VIX, c'est bien ça? Oui, voilà, si on prend aujourd'hui cette mesure cotée sur le marché, qui montre aussi indirectement est-ce que les investisseurs ont envie de protéger leur portefeuille face à un éventuel risque. Et là, aujourd'hui, on voit qu'il y a un vrai sens. Les investisseurs ont vraiment confiance et ne couvrent pas, ce qu'on dit, ne protègent pas leur portefeuille. Donc là, on est quand même face à un risque parce que si jamais, naturellement, on a un élément de surprise, et ben là, on aura une surréaction des marchés. Et pour vous, le risque, il se situe de l'autre côté de l'Atlantique, donc? Oui, très clairement. C'est-à-dire qu'on voit que Wall Street est cher aujourd'hui. On paye 18 fois les résultats à venir. On a une banque centrale qui nous dit la croissance est molle. Ils ont 2% d'anticipation de croissance. Ça fait pas rêver quand même. Il n'y a pas d'accélération en tout cas dans ce qu'attend Wall Street, dans ce qu'attend la Fed. Et donc derrière ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on paye très cher une bourse américaine sans accélération de l'économie. Et là, on est face à peut-être un problème d'écart entre la perception que peuvent avoir les marchés et la croissance économique. Alors justement, venons-en à cette perception, creusons un petit peu, parce que vous me dites qu'il n'y a pas d'accélération, mais quand on regarde les indicateurs avancés, ils semblent présager cette accélération. Oui, c'est vrai que c'est un vrai problème. C'est-à-dire que quand on regarde les données d'enquête, quand on regarde aujourd'hui tout ce qui est indicateur un peu avancé sur l'économie, on est en droit de s'attendre à une nette accélération de la croissance. Alors c'est vrai que le premier trimestre a été faible de manière un peu artificielle, le deuxième devrait marquer un petit rebond de la croissance, mais finalement j'ai l'impression qu'on n'a pas changé d'histoire. C'est-à-dire qu'on reste sur une histoire de 2% de croissance avec une faible productivité du travail et finalement un faible dynamisme de l'investissement. Et si on ne change pas d'histoire, il y a une déception pour Wall Street. Alors pourquoi les données d'enquête sont si bonnes? Parce que je pense qu'il y a un effet, alors il y a un double effet, illusion nominale, c'est-à-dire que les chefs d'entreprise ont pu relever leur prix de vente, ça a été un élément positif mais ponctuel lié à la hausse des prix des matières premières, et puis un effet Trump. On a eu beaucoup d'espoir autour de cette élection de M. Trump en termes de baisse d'impôts, en termes de déréglementation. Et pour le moment, ces espoirs ne sont pas confirmés. Mais avant qu'on développe justement sur les attentes autour du programme de Trump, vous nous avez apporté un graphique qui est assez parlant parce qu'on a d'un côté des indicateurs avancés qui sont exprimés par une courbe et de l'autre, par une autre courbe, les indicateurs coïncidents. Donc en fait, c'est les chiffres réels, c'est bien ça. Oui, c'est ça. C'est la mesure présente, l'activité présente. Exactement. Et là, on voit qu'il y a un décalage. Alors même si la tendance est la même, plutôt à la hausse, il y a un décalage assez net. Voilà, c'est tout le décalage. Vous allez me dire, c'est pas grand-chose, mais entre l'image d'une économie américaine qui serait autour de 2 ou l'image d'une économie qui pourrait accélérer sur des 3% de croissance, retrouver un rythme beaucoup plus fort. Et là, naturellement, en termes de valorisation, on ne dit pas la même chose. Payer 18 fois des résultats qui vont fortement s'accélérer, ça pose pas de problème. Par contre, payer 18 fois une croissance de 2 avec une Fed qui monte ses taux encore 2 fois cette année, ça donne pas une image très positive. Or, aujourd'hui, l'indice ISM manufacturier, pour qu'on soit bien clair, se situe à un niveau qui correspond à une croissance de 4%, c'est ça? Oui, alors entre 3 et 4, ça c'est l'ISM qui étalonne son enquête par rapport à l'estimation de la croissance. Et c'est vrai qu'on a beaucoup de données d'enquête. On a les données de confiance des ménages qui est au plus haut, alors qu'on voit que les ménages commencent à moins acheter automobiles. Donc ça, il y a un décalage aujourd'hui entre ces données de confiance et ces estimations de comportement d'achat ou d'investissement. Donc le risque qui se situe donc aux États-Unis avec une potentielle déception autour de la croissance qui ne serait pas aussi forte qu'attendu. Très bien. Est-ce qu'il n'y a pas un autre risque, Christian, du côté du pétrole? Parce qu'on a une croissance très significative de la production de pétrole de schiste aux États-Unis. Les chiffres sont absolument déments. Du coup, ça va peser évidemment sur les prix du pétrole. On n'imagine pas comment il ne pourrait pas en aller ainsi. Et on a vu l'effet dévastateur que pouvait avoir une baisse des cours du pétrole sur les économies émergentes. Or, celle-ci, pour le moment, semble aller mieux.
Est-ce que là encore, il n'y a pas un risque qui est minoré par le marché? Oui, c'est clairement le second risque qu'il faut regarder, parce que là, il y a un marché où il y a de la volatilité, c'est bien sur le pétrole. Ce qui se passe aujourd'hui, il faut bien comprendre, c'est autoréalisateur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si l'OPEP, en réduisant sa production, réussit à stabiliser les prix du pétrole, on va se dire l'OPEP va faire son accord, va poursuivre son accord, et puis ils vont respecter leur accord, puisqu'ils vont réussir à stabiliser les prix du pétrole. Par contre, si l'offre américaine en demande plus vite ou compense dans quelques mois ces efforts de l'OPEP, on va se dire non seulement l'OPEP va pas poursuivre ses efforts, et encore, ça va être la porte ouverte à chacun pour soi, vendez au maximum, et donc ça va être très baissier sur les cours du pétrole. Donc aujourd'hui, il y a un vrai problème de est-ce que l'OPEP est crédible pour réguler les prix du pétrole et éviter cette suroffre, et puis derrière, est-ce que l'offre américaine va continuer d'exploser comme ça? Parce que ce qu'on a été très surpris, c'est l'ampleur du mouvement des investissements et une sorte de nouvelle ruée vers l'or noir, hein, on l'a vu très clairement ces derniers mois, et ça va très très vite. L'offre américaine est très flexible, réagit très très vite au prix. Alors c'est sûr que les coûts d'exploitation aux États-Unis remontent aussi vite. Oui, les hausses de salaire sont stupéfiantes. Voilà, on est sur des 30% de hausse de salaire, donc ça va très vite. Hein. C'est-à-dire qu'on pouvait dire qu'on était tombé à $35 en coût d'extraction, et là on va remonter très vite vers les 50. Donc je dis pas que ça va pas s'ajuster, mais ce qu'on est en train de s'apercevoir, c'est qu'on n'arrive pas finalement à stabiliser ces cours du pétrole. Et les mouvements de yo-yo, c'est très pénalisant pour certains pays, notamment les pays producteurs de pétrole. Comment voulez-vous faire un budget? Comment voulez-vous investir dans l'avenir si vous avez un cours du pétrole un jour à $35, un autre à $60, et puis ça fluctue dans tous les sens et on n'a pas de visibilité. Donc là, le vrai risque, c'est vrai qu'on a une petite défiance, rechute et de surréaction des marchés autour du pétrole et en termes de conséquences pour pas mal de pays émergents. Alors vous, aujourd'hui, dans ce contexte où les risques semblent être tout de même un petit peu minorés par le marché, qu'est-ce que vous recommandez? Est-ce qu'il faut, comme beaucoup le disent, privilégier les actions européennes parce que finalement on a une certaine visibilité, on a la BCE qui ne va pas agir avant de longs mois, ça on le sait, on a, en tout cas pas avant la fin de l'année, on a une croissance qui n'est peut-être pas folichonne mais qui n'est pas non plus misérable, et on a par rapport aux États-Unis un déficit de valorisation. Oui, très clairement. Alors, objectivement, on est en train de se dire l'Europe, c'est pas si mal que ça. Les États-Unis, c'est cher, il n'y a pas d'accélération de croissance. La croissance européenne peut être égale encore cette année à celle des États-Unis. Donc, finalement, pourquoi pas choisir l'Europe? On a évincé le risque politique. Donc, c'est plutôt positif. Le seul bémol que je mettrais, c'est si véritablement Wall Street venait à baisser sensiblement, je vois pas l'Europe surperformer à ce moment-là en se disant tout va bien en Europe et puis Wall Street, il y a un gros risque et puis Wall Street risque de chuter. Donc, ma problématique aujourd'hui, c'est que quand même les risques internationaux en général pèsent lourdement sur la bourse européenne. Donc votre risque, il n'est pas forcément domestique, il n'est pas forcément sur les prévisions, le consensus, les attentes autour des entreprises européennes qui restent à mon avis bons et qui resteront relativement bons, et on va avoir quand même une croissance assez forte des bénéfices par action. Donc on n'est pas sur ce risque-là. Le vrai risque, à mon avis, provient encore une fois de l'extérieur et plutôt des États-Unis si véritablement il y avait une correction de Wall Street. Alors, on a bien évoqué un risque, donc il n'est pas dit qu'il advienne. Du coup, qu'est-ce que vous dites de faire à vos clients? Alors, c'est vrai que j'aurais tendance à dire pour l'instant le marché est très fort. Moi, personnellement, j'étais très prudent au début d'année. J'ai été pris à revers par rapport à cette solidité de la bourse européenne. Donc, à court terme, on peut peut-être essayer de jouer un peu la tendance, mais je pense que quand même, il y a une prudence à avoir aujourd'hui. C'est-à-dire que éviter les valeurs les plus cycliques, celles qui ont un levier le plus important par rapport à l'indice, hein, éviter se prendre des valeurs les plus défensives un petit peu sur l'Europe pour profiter encore un petit peu de ce cycle de hausse, mais tout en étant prudent et de regarder de très près ce qui se passe aux États-Unis, de regarder les cours du pétrole, éventuellement ce qui se passe en Chine. On voit que c'est des choses qui sont loin d'être stabilisées, et donc ça peut être des facteurs qui pourraient pénaliser un retournement. Mais alors donc je dirais jouer l'Europe, mais peut-être avec une allocation beaucoup plus défensive qu'il y a encore quelques semaines. Et en la matière, là, vous êtes plutôt à rebours de ce qui se dit et ce qui se fait aujourd'hui sur le marché, hein, puisque vous êtes plutôt défensif et on entend plutôt des gérances ou des stratégies se prononcer pour une allocation plus offensive, plus sur les cycliques. Vous êtes plutôt sur les défensives. Ce qui est logique si on pensait que l'Europe est prise toute seule, que la bourse européenne est dans sa bulle. Si la bourse européenne était le marché dominant mondial et qu'on n'avait pas de corrélation avec Wall Street, je serais plutôt de cet avis. Mais ma grosse crainte véritablement aujourd'hui, c'est la valorisation de Wall Street qui est quand même très chère. Et on voit qu'aujourd'hui, Wall Street a du mal, souffle. On n'a plus de potentiel de hausse assez important. On est quand même sur des plus hauts historiques. Et donc le risque, à mon avis, c'est plutôt du côté de Wall Street. Christian, merci.